À quelques encablures de la ville de Huy, sur le plateau condrusien, je vous emmène assister au premier pas, si j'ose dire, d'un filet d'eau. Oui, bien qu'il n'y paraisse pas vraiment, ceci est une source. Le premier village que mon bébé ruisseau traverse en toute discrétion est Solières. Tout naturellement, il lui emprunte son nom et devient le Rot de Solières. Aimanté depuis longtemps par sa beauté, j'y porte souvent mes pas. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire partager mon coup de cœur. J'espère que, comme moi, vous apprécierez tout le charme des lieux où je vais vous emmener. Peu connu, même des Hutois, ce ruisseau est romantique à souhait. Au fil de son courant, les endroits magiques se succèdent. Le Rot de Solières longe d'abord le bois des Loges sans trop se faire remarquer. Puis, il s'insinue dans une vaste zone marécageuse avant de rejoindre l'Ardenne condrusienne et de dessiner de jolis méandres dans les prairies. Et puis, d'atteindre la potale Saint-Joseph. Après avoir serpenté à nouveau parmi les herbes folles, il se glisse le long de cette ferme abbatiale et de son imposant portail. Le Rot de Solières s'offre alors, sans moi, les joies d'un bain dans l'étang de l'ancienne abbaye des Cisterciennes. Depuis qu'il a perdu sa vocation religieuse, le bâtiment s'appelle Château de l'abbaye de Solières. L'écoulement naturel de l'étang s'effectue par un déversoir et un tunnel situés à l'extrémité de la digue. Redevenu indépendant, notre ruisseau s'élance dans une courte mais rapide et tortueuse descente qui le dépose aux abords du moulin de Solières. Toujours en serpentant, mon ami le Rot de Solières m'emmène progressivement vers la vallée qu'il s'est creusée au fil des siècles. Vallée qui est un site remarquable dont l'intérêt biologique est depuis longtemps reconnu et préservé. La chapelle Sainte-Eutrope qu'il côtoie maintenant est un lieu de vénération. En wallon, on la nomme Saint-Oïto, qui en traduction littérale veut dire « Saint entend tout ». L'eau de la source qui y jaillit avait pour vertu, paraît-il, de soigner et, qui mieux est, de guérir les maux d'oreille. Après Sainte-Eutrope, notre ruisseau s'enfonce dans une nouvelle partie boisée du village et puis retrouve de la verdure où il peut saluer de vieux saules têtards. Ceux-ci lui renvoient son salut et le remercient pour sa présence vitale. Après qu'il ait côtoyé l'étang de cette ferme, l'encaissement du Rot devient plus perceptible. Au passage, l'onde claire prend juste le temps de contempler Saint-Donat, qu'on implorait contre la foudre et les incendies. Et puis, la Cense de Solières, ancienne demeure seigneuriale dont il est fait mention dans des actes du XIVe siècle. Après ce début relativement calme pour le ruisseau, et surtout pour moi, nous voici à l'orée du bois de Grand-Ténimont, et près de l'ancienne gare de Solières, qui au temps du tram à vapeur faisait aussi office d'épicerie. Elle se situait sur la ligne vicinale qui reliait Auhay à la vallée de la Meuse.
C'est véritablement à partir d'ici que la grande aventure commence. La vallée nous attend, encaissée, boisée, mystérieuse. D'abord quelques prés, puis un remblai sans la moindre trace ferroviaire. Pas un bruit, juste le murmure du ruisseau à ma droite. Il doit se sentir bien seul, lui qui, des années durant, accompagnait les convois et se nourrissait des récits des voyageurs. En entendant mon propre souffle qui se fait plus court, j'imagine aisément le halètement de la locomotive à vapeur qui troublait la quiétude du vallon. Devant un gué m'apparaissent les vestiges d'un ancien pont de pierre, aujourd'hui utilement transformé en table. Avant de poursuivre ma descente, j'effectue un petit détour par le bois pour vous présenter la butte qui recouvre un réservoir d'eau, ainsi que des arbres victimes de l'érosion. Je reprends ma descente vers la Meuse, car vous ne le saviez peut-être pas, mais le Rô de Solières est un affluent de ce fleuve. Changement de décor. Nous voici devant ce qui reste d'une carrière de grès qui fut exploitée durant une 50aine d'années et dont les activités cessèrent avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Ce pan de mur est le seul témoin de ce passé. Aujourd'hui, tout est silence, tout est nature. Ainsi va la vie. Enjamber le ruisseau est un jeu d'enfant. Gravir ce sentier étroit et montant l'est un peu moins. Mais je tenais à vous montrer le vallon voisin avec ses 3 étangs, sorte de bassin d'orage à l'ancienne. Naguère, ils étaient 10 à recueillir les eaux de ruissellement. Après cette petite nouvelle digression, je reprends ma ligne directrice. Cette cuvette est appelée Fossé du Loup. Son sol argileux me conduit à un petit pont appelé Pont Chocolat. Le nom est vraiment bien choisi, car il me rappelle les barres chocolatées de mon enfance. Un peu plus bas, un autre petit pont dit Romain ou Napoléon. Ah, celui-là, on lui en a attribué des choses. Selon toute vraisemblance, il se trouvait sur le chemin des ouvriers qui, en des temps quelque peu lointains, se rendaient à pied de leur village à la ville, lieu de leur travail. Par le plus grand des hasards, ce pont marque la limite entre la zone du grès et la zone calcaire. D'accord, ce n'est pas l'Everest, mais quand même. Ce sentier très escarpé doit m'amener à l'entrée du Trou Manteau, grotte dont l'entrée se trouve à flanc de coteau. Un câble y est tendu pour en faciliter l'accès. Mais bon, je n'ai plus 20 ans. Ici, nous sommes, est-il utile de le préciser, en pleine zone calcaire. Et en plus du Trou Manteau, il y a aussi la grotte Saint-Étienne. Elles communiquent entre elles par des galeries basses. Si les entrées sont fermées par des portes métalliques, c'est suite à de nombreux actes de vandalisme. Seuls les spéléologues agréés et les scientifiques y ont accès. Une légende est liée à la grotte du Trou Manteau. On raconte que jadis, des Nutons, petits êtres très gentils, vivaient ici en harmonie avec les villageois. Ils sortaient seulement la nuit et vaquaient à leurs occupations forestières et champêtres. Ils étaient, paraît-il, aussi d'excellents artisans. On dit qu'ils ont complètement disparu de nos forêts, anéantis par notre mode de vie trépidante. Faut-il le croire? Mais croire qu'ils ont existé ou croire qu'ils ont disparu?
Cet abri sous roche est appelé caverne des Romains. Ce type de cavité largement ouverte est protégée par un surplomb. Elle fut très souvent occupée par l'homme préhistorique en quête d'abris aérés et faciles d'accès. Contournant cette fameuse caverne, je reprends le sentier vicinal pour vous offrir ce superbe tapis de fleurs. L'odeur est enivrante et le mystère de la forêt est envoûtant. L'ours, il n'y en a pas ici, rassurez-vous, l'ours raffole des feuilles de cette plante, aussi l'a-t-on appelée ail des ours. Aimant l'humidité et l'ombre, l'ail des ours trouve donc ici un endroit idéal pour s'épanouir. La proximité du ruisseau et la présence des grands arbres. Celtes et Germains utilisaient déjà cette plante comme purifiant. Déçu de ne pouvoir vous faire partager la bonne odeur qui flotte dans l'air, je reprends le sentier qui me conduit à l'ancienne poudrerie de Lovnier. À la Renaissance, ce site géologique particulier a favorisé l'installation d'une fabrique de poudre noire qui n'a cessé ses activités qu'au milieu du XXe siècle, pratiquement en même temps que les carrières calcaires que nous allons découvrir. Levons maintenant les yeux au ciel. Perchés sur un éperon rocheux stratégiquement bien placé en bord de Meuse, ces ruines de donjons du XIIe siècle sont les seuls vestiges d'un château médiéval ayant appartenu au seigneur de Beaufort et qui fut rasé en 1430. En 1850, le duc de Beaufort-Spontin racheta l'hectare de rochers, de ruines et de taillis sauvages qui avait été le berceau de sa famille. De nos jours, ses descendants continuent à protéger le site. Encore une grimpette, mais je sais que c'est la dernière. Me voici maintenant à l'ancienne carrière de Lovnier, qui est aujourd'hui une réserve domaniale. Ces anciens lieux d'extraction de la pierre calcaire abritent de nombreuses espèces animales et végétales rares. Les terrasses taillées dans ces falaises proposent des conditions de vie particulières. Un sol rocheux, très sec et fortement ensoleillé, qui ne convient qu'à des espèces végétales bien adaptées. Le bouleau blanc est pratiquement un des seuls arbres à pouvoir s'y développer. Afin d'éviter que ces vastes surfaces soient colonisées par les taillis, elles sont offertes l'été à la voracité d'un troupeau de moutons. Réaliser un film sur le Rôt de Solière pour vous en faire apprécier tous les aspects n'a rien de comparable avec le fait de s'y balader nez au vent et main dans les poches. Si vous saviez comme j'ai sué certains jours, que voulez-vous? Je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus 20 ans. Mais au final, quel plaisir de vivre ces moments difficiles avec mon ruisseau. Je n'ai qu'un regret, celui de n'avoir pu filmer ni interviewer un Huton. C'est après avoir franchi la route Liège-Namur en passant sous le tarmac que le brave Rôt de Solière mêle finalement ses eaux à celles de la Meuse. Si on a coutume de dire que les petits ruisseaux font les grandes rivières, ils font aussi parfois les beaux fleuves.